Il était millionnaire, propriétaire de terres, de chevaux et d'une fierté démesurée. Il y avait un cheval sauvage dans son ranch, indomptable. Pendant des années, il avait parié sur des tracteurs et des bœufs, mais personne ne pouvait le monter. C'est alors qu'il décida d'aller plus loin. Quiconque domptera ce cheval épousera ma fille, une vierge, une belle héritière. Il savait que personne n'y parviendrait, pas même pour elle. Mais il ne s'attendait pas à voir surgir de nulle part un pauvre fermier, souillé de crasse et discrédité de tous. À peine les premières lueurs du jour effleuraient le sol en terre battue que Jonas était déjà debout non par obligation, mais par habitude. Il n'avait plus besoin de réveil, le coq du quartier était son compagnon quotidien, tout comme le bruissement des branches sèches dans le vent. La routine était toujours la même, faire chauffer de l'eau sur le poêle à bois, boire un café noir serré, avaler un morceau de pain rassis et sortir. Il n'y avait ni luxe ni repos. La vie de Jonas était faite de silence, de poussière et de sueur. Sa petite ferme, au fond d'une colline peu valorisée, était simple, quelques poules, quelques vaches et un lopin de terre où il plantait du maïs, du manioc et des citrouilles. Tout y était le fruit d'un travail acharné, et non d'un héritage ou d'un hasard. L'héritage qu'il reçut fut la douleur. Ses parents étaient morts près de 7 ans auparavant dans un incendie survenu lors d'un brûlage mal planifié dans une ferme voisine. Les flammes se propagèrent rapidement et, lorsque Jonas revint des champs cet après-midi-là, il trouva la maison en fumée. Il hurla, entra, se brûla les mains, tenta de les sauver, mais il était trop tard. Il ne restait que braise, cendre et silence. À partir de ce jour, Jonas ne fut plus jamais le même. Elle passa des semaines à dormir par terre dans la remise, pleurant doucement pour que personne ne l'entende. Le village en parla un moment, puis l'oublia. Après tout, comme on dit toujours, la vie continue. Mais pas pour Jonas, il se retira. Il parlait peu, évitait les visites et refusait les invitations. Sa vie sociale, qui n'avait jamais été très active, devint inexistante. Il arpentait le village tel un personnage familier mais lointain, et on lui a donné le surnom de « fermier solitaire ». Certains le trouvaient étrange, d'autres le disaient fou, mais personne ne savait ce qui se passait en lui. Jonas se réfugiait dans son travail, c'était le travail qui le faisait avancer, la terre qui le détournait de la douleur. Le bruit des outils, le poids des seaux, l'odeur du fumier, tout cela valait mieux que de penser. Il apprit à faire du fromage, à soigner les animaux, à cultiver toujours seul. Certaines femmes du village tentèrent de se rapprocher de lui, l'une ou l'autre lui envoyait un gâteau, de la soupe, un torchon brodé. Il hochait la tête en signe de reconnaissance, mais c'était tout ce qu'il recevait. Il ne pouvait plus se permettre de penser, comment aimer quand on a peur de tout perdre à nouveau. Les dimanches étaient les jours les plus durs. Pendant que les autres allaient à l'église, Jonas restait au ranch, non pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu, mais parce que les regards le dérangeaient, la pitié lui faisait plus mal que la solitude. Un jour, un prêtre passa devant son ranch et tenta de lui parler. « Tu dois t'ouvrir, mon fils. »« Et pour qui, père ?» Jonas répondit, les yeux baissés. « Qui veut écouter un homme brisé ?» Le prêtre ne répondit pas, il le bénit simplement et partit. La ville n'était pas mal, mais elle était petite, et comme dans tout petit endroit, les gens parlaient. Des histoires circulaient, on disait que Jonas parlait aux vaches comme à des humains, qu'il dormait avec un fusil chargé à côté de son lit, qu'il enterrait de l'argent dans le jardin. Mais personne ne savait vraiment quoi que ce soit. La vérité, c'est que Jonas n'était qu'un homme blessé, un homme qui avait perdu l'être qu'il aimait le plus et qui tentait de survivre à sa douleur par le seul moyen qu'il connaissait. Travaillant à la foire, il venait une fois par semaine. Il apportait des œufs, du fromage, des poulets et quelques légumes. Il ne souriait jamais, mais il était poli et toujours honnête. Il payait tout en espèces, même lorsqu'il avait peu d'argent. La charrette qu'il utilisait était déjà tordue, les roues grinçaient d'usure, mais il continuait d'avancer. Les enfants l'observaient de loin, curieux. Les hommes le traitaient avec une certaine froideur, et les femmes plus âgées disaient « Ce garçon a besoin d'une bonne femme. » Mais Jonas ne cherchait personne. Les jours de pluie,
Il s'asseyait près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie couler sur les tuiles cassées. Il pensait à ses parents, à son enfance, à ses rêves. Parfois, il écrivait dans un vieux carnet, où il notait des phrases, des pensées, des prières, des choses que personne n'avait jamais lues. Il gardait encore une photo de ses parents dans un cadre fêlé près de son lit. C'est là que je laissais un verre d'eau toute la nuit, un rituel silencieux de nostalgie. Malgré la douleur, Jonas était juste, il était bon, il ne faisait jamais de mal à personne. Mais le monde ne lui était jamais tendre, et il apprit à accepter cela comme faisant partie de la vie. Le village continuait son train-train, fêtes, mariages, ragots, Paris et Jonas, comme toujours, restait à l'écart, observant de loin, toujours derrière la clôture. Mais la vie a ses propres plans, et ce que Jonas ignorait, c'est que la même terre qui lui avait appris à souffrir lui montrerait un jour ce que signifie aimer. La première étape de ce changement se dessinait déjà, même s'il ne le réalisait pas encore. À la petite foire du village, Jonas rangeait tranquillement les boîtes d'œufs dans son étal improvisé. Le soleil commençait à réchauffer la terre battue et l'arôme du café frais emplissait l'air. Les gens parlaient, les enfants couraient entre les étals, et le brouhaha des négociations se mêlait au bruit des charrettes et des animaux. Jonas, comme toujours, restait discret, sa voix était à peine audible lorsqu'il servait un client. Son regard, toujours bas et fatigué, reflétait la simplicité de sa routine, vendre ce que lui procurait la modeste terre et retourner s'occuper de sa petite ferme. Soudain, une voix forte rompit la tranquillité de la foire, obligeant de nombreuses personnes à arrêter ce qu'elles faisaient et à regarder dans la direction d'où venait le son. Qui ici aura le courage de dompter mon cheval sauvage? J'offre 100 000 reis à celui qui pourra le monter 10 minutes. La voix était celle d'Eotasilio Montenegro, millionnaire propriétaire des plus grandes terres de la région, connu et craint de tous. Son arrogance était aussi grande que sa fortune, et il ne manquait jamais une occasion de se vanter. Jonas leva la tête et regarda dans la direction de la voix. Il vit Eotasilio sur une charrette, entouré de ses hommes de main, gesticulant et souriant avec cet air suffisant qui lui était propre. Les gens commencèrent à se rassembler, chuchotant et commentant, mais personne ne semblait prêt à relever le défi. À proximité, deux villageois de Nalourde et Seremindo, connus pour ne jamais manquer un seul potin, sont venus acheter des œufs et ont discuté tranquillement, choisissant soigneusement les meilleurs. « Tu as encore vu ce que Montenegro a fait » murmura Dona Lourde, les yeux brillants de curiosité et de peur. « Oui, je l'ai vu, Madame Lourde, répondit Remindo en se grattant la tête. Cette fois, il a lancé le défi du cheval sauvage. Il dit que celui qui le montera gagnera 100 000 reis. Jonas les entendit, mais fit semblant de ne pas y prêter attention, plaçant soigneusement une autre boîte, sans ces histoires. Dona Lourde ouvrit grand les yeux. C'est beaucoup d'argent pour nous, et on dit que ce cheval est une bête sauvage et folle, venue d'une guerre lointaine, importée. Les anciens disent que le dernier à avoir tenté de dompter cette bête a fini à l'hôpital et n'a même pas survécu. Remindo, regardant autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Oui, beaucoup ont essayé, mais l'animal refuse de se laisser monter. On dit qu'il a le sang chaud, des yeux qui ressemblent à du feu et une force qu'il faut voir. Jonas sentit le poids de la conversation, les regarda tous les deux avec une expression sérieuse et, sans les interrompre, Dona Lourde demanda. « Et tu vas essayer, Remindo ?»« Moi ? Pas question. » répondit-il en riant nerveusement. Jonas resta là, calme, à monter sa tente, ne sachant pas encore que la vie allait lui offrir une chance qu'il n'avait jamais imaginée. Quand je me retrouve dans de tels ennuis, j'ai à peine le courage de monter un âne, et encore moins un cheval comme ça. Pendant ce temps, du centre du village, une voix résonnait, coupant le murmure de la foire. Qui ici a le courage de dompter mon cheval sauvage? Quiconque le chevauche 10 minutes gagnera 100 000 reis. Venez, venez prouver votre courage. Les regards se tournèrent vers l'écurie de fortune, où l'animal hennit bruyamment, montrant la force de ses muscles tendus et la lueur sauvage de ses yeux noirs. Regardez-le là-bas, s'exclama Dona Lourde en désignant Jonas. Si quelqu'un ici tente le coup, c'est bien lui. Mais croyez-vous qu'il en aura le courage?
Certains hommes chuchotaient entre eux, d'autres évitaient de regarder, et les femmes détournaient le visage. Le silence régna un instant, jusqu'à ce que Otacilio, las de l'attente, crie à nouveau. « Où est l'homme qui prendra 100 000 reis? Où sont-ils tous des lâches ?» Les murmures reprirent, mais aucun homme ne bougea pour relever le défi. Jonas resta debout, le cœur lourd, à observer cette scène mêlant désir, peur et défi. Tout le village attendait de voir qui serait le premier à affronter la bête, mais à cet instant, personne n'en eut le courage. Jonas resta immobile, les yeux fixés sur la silhouette arrogante d'Otacilio. Tandis que la foule commençait lentement à se disperser ou les murmures des personnes qui venaient de discuter du défi se mêlant au bruit des charrettes et aux voix reprenant leur conversation quotidienne, dans la tête de Jonas, le défi persistait. 100 000 reis était une somme qui pouvait transformer sa vie. Avec cet argent, il pourrait acheter de meilleurs outils, réparer la clôture de la ferme, peut-être même agrandir la plantation et gagner un peu plus de stabilité pour les mois difficiles à venir. Mais quelque chose le retenait. Il pensait au risque, à la force brute de ce cheval sauvage, aux terribles histoires qu'il avait entendues des hommes blessés, d'autres jamais revus et, plus que tout, il ressentait une ombre de doute quant à son propre courage. Jonas secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. « Ce n'est pas pour moi, » murmura-t-il doucement, presque incapable d'en croire ses propres mots. « Je n'ai besoin de cet argent à aucun prix. » Peut-être était-ce la fierté, peut-être la peur, peut-être le souvenir amer de la perte de ses parents, qui lui avait appris à apprécier la simplicité de la vie, même dans les moments difficiles. Alors, le cœur lourd et le regard perdu, Jonas se remit à ranger ses boîtes d'œufs, cachant en lui-même ce conflit silencieux qui l'accompagnerait tout au long de la journée. La fête du village s'éveilla au premier rayon du soleil, qui illuminait les rues en terre battue et faisait danser la poussière dans l'air chaud du matin. L'odeur du café frais, du pain cuit et de la terre humide se mêlait aux sons entraînants des conversations, des rires et du cliquetis des charrettes. Jonas était déjà là, ses mains calleuses rangeant ses boîtes d'œufs, chacune soigneusement empilée pour ne pas se briser. Son visage exprimait la lassitude de celui qui connaît le poids de la vie, mais aussi la détermination de celui qui n'abandonne pas. Il parlait peu, répondait par un sourire timide et les yeux baissés, habitué à la simplicité que la vie lui avait offerte. Alors qu'il triait les marchandises, il entendit un léger craquement, une tomate était tombée du panier de quelqu'un à proximité. Instinctivement, il baissa la tête pour ramasser le fruit rouge qui roulait sur le sol. La poussière s'éleva légèrement et, à cet instant, lorsqu'il leva les yeux, il croisa son regard. Elle se tenait à quelques pas, une jeune femme, douce et timide à la fois. Ses cheveux bruns brillaient dans la lumière matinale, tombant en douces ondulations sur ses épaules délicates. Sa simple robe en coton, légèrement usée sur les bords, ne masquait pas sa beauté naturelle, celle qu'on ne peut ni acheter ni imiter, celle qui naît d'un sourire sincère et d'un regard plein de vie. Le regard qu'ils échangèrent fut bref mais puissant. Le cœur de Jonas sembla s'emballer comme jamais. L'espace d'un instant, tout autour de lui disparut, le bourdonnement de la foire, l'odeur de la terre, la chaleur du soleil. Il ne restait plus qu'elle, un sourire timide naissant au coin des lèvres. Elle rougit en réalisant qu'il la regardait, le teint légèrement rouge. « Désolé », murmura-t-il en baissant les yeux tandis qu'il se penchait pour ramasser une autre tomate qui avait failli tomber du panier. Jonas sentit les mots lui rester dans la gorge. Ce n'était pas seulement son sourire qui l'enchantait, c'était la tendresse, la simplicité, la légèreté avec lesquelles elle semblait évoluer dans ce monde pesant. « D'accord », répondit-il, sa voix rauque et timide, mais remplie de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Elle choisit soigneusement quelques œufs, ses doigts fins effleurant chacun d'eux comme pour s'assurer qu'ils étaient les meilleurs. Jonas essayait de prêter attention à ce qu'elle disait, mais son esprit ne pouvait se concentrer que sur la lumière qu'elle apportait, l'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle souriait à cet échange de regards timides. Lorsqu'elle se retourna enfin pour partir, Jonas se tenait là, la poitrine serrée, un sentiment étrange, presque douloureux, au cœur. Cette femme jusque-là inconnue l'avait profondément marqué. Pendant le reste de la journée, tandis qu'il vendait ses œufs et regardait le marché se remplir et se vider, Jonas ne pouvait s'ôter son image de la tête. Chaque rire lointain,
chaque ombre qui passait près de lui rappelait le sourire délicat et la présence charmante de cette jeune femme. Il savait que quelque chose en lui s'était éveillé, un espoir, un rêve, le désir d'aller plus loin, de vivre quelque chose qui jusque-là lui semblait impossible. Alors, dans le silence de la routine simple et dure du village, le fermier solitaire sentit que sa vie, pour la première fois depuis longtemps, allait peut-être changer. 15 jours s'étaient écoulés depuis cette brève rencontre à la foire, cet instant magique où Jonas avait croisé le regard de la jeune femme qui avait envahi ses pensées et bouleversé son cœur. Les jours suivants, il s'efforça de rester concentré sur son travail à la ferme, mais son esprit le trahissait constamment, s'abandonnant à son sourire, à l'éclat intense de ses yeux et à la douceur de sa voix qui résonnait dans sa mémoire. Chaque matin à la ferme commençait par cette image, chaque soir, il essayait de s'endormir en espérant la revoir. La vie au village ne s'arrêtait jamais, les gens continuaient à travailler dur, à échanger leurs marchandises, à s'occuper de la terre et des animaux. Mais en arrière-plan, une effervescence grandissait. La fête du village approchait. C'était un événement simple mais très attendu, les gens se rassemblaient pour célébrer les petits bonheurs de la vie, écouter de la musique, danser et oublier les difficultés du quotidien pendant quelques heures. Ce soir-là, la place du village était illuminée par des centaines de petites lanternes suspendues aux arbres, se balançant doucement dans la brise fraîche venue de la campagne. L'odeur de la terre humide se mêlait à celle des plats faits maison, pamona, pain au fromage et dulce de lécher. Les rires et les conversations animées s'élevaient, tandis que guitare et accordéon emplissaient l'air. Des couples virevoltaient sous la lumière vacillante des étoiles. Jonas, vêtu de ses vêtements simples, arriva timidement, sentant son cœur battre fort, presque comme un tambour annonçant le moment important. Il marchait entre les tentes, captivé par les regards curieux des villageois où certains le connaissaient, d'autres ne le reconnaissaient que comme le fermier solitaire du village. Soudain, il la vit là, au milieu de la foule. Elle était là, la jeune femme qui avait captivé ses pensées. Elle portait une robe blanche simple et fluide qui mettait en valeur sa peau claire et faisait briller ses cheveux bruns ondulés à la lumière des lanternes. Son sourire radieux illuminait toute la place. Elle marchait avec légèreté, comme flottante, et chaque pas semblait une danse. « Bonjour », dit-il, la voix un peu tremblante mais pleine de sincérité. Elle le regarda avec surprise, et quand elle le reconnut, elle sourit encore plus largement. « Bonjour », répondit-elle d'un ton doux et accueillant. La conversation commença timidement, avec des mots simples sur la fête, le repas et les nouvelles du village. Mais bientôt, l'ambiance changea entre eux, les rires se firent plus fréquents, les regards plus longs et les gestes plus subtils. Jonas sentit quelque chose s'éveiller en lui, un mélange d'émotions, de désir et d'espoir. Elle avait une façon de parler qui lui faisait oublier la vie difficile qu'il menait, et pendant quelques instants, il s'autorisa à rêver. Tandis qu'il parlait, une douce musique emplissait l'air, et la tension entremontait. Un instant, elle lui toucha le bras en riant d'une blague idiote de Jonas, et le fermier sentit une secousse le parcourir. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Elle était si proche, si réelle, que Jonas sentit le poids du désir et de l'incertitude se mélanger. C'est alors qu'elle, sur un ton presque confidentiel, révéla. « Vous savez, mon père est Otacilio Montenegro. » Ce nom fit ravaler la honte de Jonas. C'était l'homme qui dominait le village par son arrogance et son pouvoir, le propriétaire des plus vastes terres et responsable du défi du cheval sauvage. L'homme sur le cheval, murmura Jonas, presque pour lui-même. Elle le regarda avec une expression sérieuse, mais pleine de détermination. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ni avec ce pari ridicule, ni avec sa façon de traiter les gens. Je suis ici pour essayer d'être différent, de trouver ma propre voie. Jonas observait chacun de ses gestes, ressentant la force de cette femme qui souriait mais était traversée par une évidente lutte intérieure. Tandis qu'il savourait cette conversation qui semblait suspendre le temps, la musique, l'odeur de la nourriture et la lueur des lanternes rendaient le tout plus magique. Un son aigu et perçant rompit le charme, sa voix, ferme, forte et pleine d'impatience, résonna sur la place et fit tourner les têtes. Les yeux d'Isadora s'écarquillèrent un instant,
comme si une ombre d'inquiétude passait sur son visage. Elle hésita, laissa échapper un soupir à peine audible, avant de se retourner lentement. Un jeune homme s'approcha de loin, dominant la pièce avec aisance. Il portait une veste légère en lin, impeccablement coupée, une chemise blanche de tissu fin et des bottes de cuir ciré. Sa montre en or brillait à la lumière des lanternes, et une bague voyante ornait son index. Il marchait à grands pas déterminés, le dos droit, avec un regard mêlant autorité et impatience, comme si le monde était à sa disposition et, pour beaucoup, c'était le cas. Alors qu'il s'approchait d'Isadora, le bruit de ses chaussures sur le sol en terre battue sembla dicter son propre rythme, annonçant qu'il n'était pas là pour s'amuser. Isadora l'appela de nouveau, cette fois d'une voix plus basse, mais pleine d'autorité. Elle lança un dernier regard à Jonas, mêlé d'excuses, de tristesse et peut-être d'une pointe de peur qu'il ne comprit pas. « Je suis désolée, dit-elle avec un sourire forcé, presque un murmure. Mais je dois y aller. Sans attendre de réponse, Isadora se retourna et marcha vers l'homme qui l'attendait, impatiente, les yeux fixés sur elle, presque comme s'il la réclamait. Jonas resta immobile, ressentant le poids de cette scène comme une lame lui transperçant la poitrine. Le vide s'ouvrit devant lui comme si le sol avait disparu. Le contraste entre les manières simples, douces et délicates d'Isadora et la silhouette imposante et riche de cet homme ne fit qu'accroître la sensation de distance entre lui et elle. Tandis que la femme s'éloignait, Jonas sentit une boule se former dans sa gorge, mais aussi une détermination brûlante en lui. Il savait que rien ne serait facile, qu'il y avait des murs très hauts et des mondes très différents entre eux, mais à cet instant, il se fit une promesse silencieuse. « Je ferai n'importe quoi pour Isadora. » 15 jours s'étaient écoulés depuis la fête du village, mais l'image d'Isadora restait vivace dans l'esprit de Jonas, si claire et présente qu'elle lui faisait mal au cœur. Il essayait de rester concentré sur son travail à la ferme, mais sa routine lui semblait plus pesante, chargée d'espoir et de peur qui se mêlaient à chaque fois qu'il pensait à elle. Un matin, un bourdonnement commença à se propager dans le village comme un incendie que personne ne pouvait contrôler, les gens se rassemblèrent sur la place, chuchotant, pointant du doigt, anxieux d'avoir plus de nouvelles sur ce qui allait se passer ensuite. Place centrale, parlant doucement, échangeant des regards inquiets et curieux. Le sujet était le même, Otacilio Montenegro, le puissant et redouté millionnaire, était de retour. Il arriva dans sa calèche, tiré par d'imposants chevaux, vêtu d'un impeccable costume sombre et entouré de ses hommes de main, qui maintenaient la foule à distance. À côté de lui, sa femme, une femme au visage austère et au regard glacial, serrait fermement sa longue robe, se tenant dans l'ombre de son mari avec un sourire suffisant. Otacilio descendit de la voiture et monta sur une petite estrade improvisée sur la place. Le silence se fit, chacun attendant avec impatience ce qu'il avait à dire. « Gens du village, vous êtes déjà au courant de mon défi avec le cheval sauvage », commença-t-il d'une voix grave et posée. Beaucoup ont essayé, mais personne n'a réussi à dompter cette bête indomptable, venue d'une guerre lointaine. La foule murmurait, se souvenant des histoires d'hommes blessés, certains même hospitalisés, et de ceux qui avaient tout simplement disparu après avoir tenté de dompter l'animal. Otacilio marqua une pause, regardant le public avec un sourire qui semblait annoncer l'échec. Aujourd'hui, cependant, j'ai une offre plus importante et plus alléchante, poursuivit-il, tandis que sa femme lui lançait un regard désapprobateur. Celui qui parviendra à dompter le cheval gagnera sans compter de Rei et la main de ma fille Isadora. Le murmure qui suivit résonna comme le tonnerre. La foule se tut, choquée par la proposition. Isadora, qui était à côté de sa mère, écarquilla les yeux et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'arrivait pas à croire que son propre père puisse faire une chose aussi absurde. « Papa, tu es fou » cria-t-elle, la voix pleine d'émotion et de colère. « Comment peux-tu utiliser ma vie comme ça? Ce n'est pas juste. » La femme d'Otacilio prit la main de sa fille et dit d'un ton ferme et triste, « Otacilio, c'est un scandale. Notre fille n'est pas une récompense, c'est une personne pleine de rêves et de sentiments. Tu as tort. » Mais Otacilio se contenta de rire, un rire qui fit trembler le sol comme le tonnerre. « Ma fille, personne ne domptera le cheval, dit-il en regardant tout le monde avec dédain.
Ne t'inquiète pas, Isadora. Personne ici n'aura le courage. Il frappa violemment la plateforme, exigeant l'attention. Je fais cette offre 2 fois, car je sais que personne n'aura le courage. 100 000 est la main de ma fille à celui qui relèvera le défi. Les gens regardaient Isadora, Otacilio, le cheval sauvage qui hennit avec impatience près de l'écurie. Soudain, une voix ferme et inattendue résonna au milieu de la foule, j'essaierai. Le silence qui régnait sur la place fut rompu par la voix autoritaire des Otacilio Montenegro, le père d'Isadora, qui leva la main pour attirer l'attention de tous. Jeune homme, appela-t-il en fixant Jonas du regard, quel est votre nom? Jonas leva le menton et répondit d'une voix ferme, Jonas. Un sourire dédaigneux apparut sur le visage des Otacilio. Alors, Jonas va essayer de dompter mon cheval? La foule autour de lui commença à murmurer nerveusement. Les hommes échangèrent des regards incrédules et murmurèrent, trop jeune pour prendre un tel risque. Il ne sait pas dans quoi il s'engage. Ce défi a déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. Isadora, le cœur lourd, s'approcha rapidement de Jonas et lui prit doucement le bras. Jonas, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de faire ça. Réfléchis je ne veux pas te voir souffrir, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Mais Jonas sourit, les yeux brillants de détermination, je dois faire ça pour toi, Isadora. Fais-moi confiance. Il s'écarta et se dirigea vers l'écurie improvisée où le cheval sauvage était attaché. L'animal hennit bruyamment, frappant le sol avec force. Son corps musclé tremblait, comme s'il contenait toute la fureur du monde. Jonas prit une grande inspiration, huma la terre humide et la sueur brûlante de l'animal, et monta sur son dos avec une fermeté qui surprit beaucoup. Le cheval secoua violemment la tête et bondit violemment, tentant de déstabiliser Jonas. À chaque charge, le corps du jeune homme vacillait, manquant d'être projeté, mais il s'accrocha fermement, ajustant son équilibre avec une concentration absolue. La foule se tut, les yeux écarquillés fixés sur le duel entre l'homme et la bête, les mains jointes en une prière silencieuse. Les minutes s'écoulèrent comme des heures, puis un événement inattendu se produisit, après une dernière et puissante fente, la fureur du cheval s'apaisa. Ses muscles se détendirent, sa tête s'abaissa lentement et, dans un geste presque sacré, il s'allongea au sol, complètement abandonné à la présence de Jonas. Un silence de mort s'abattit sur la place, suivi d'un soupir collectif qui se transforma en applaudissements contenus. Jonas descendit de cheval, en sueur et le visage marqué par l'épuisement, mais une lueur victorieuse brillait dans ses yeux. Otacilio Montenegro resta paralysé, la bouche entr'ouverte, essayant de rassembler ses mots. Eh bien, la main de ma fille est-elle la tienne, balbutia-t-il, incrédule. La mère d'Isadora s'approcha, les larmes aux yeux, et serra tendrement la main de Jonas. S'il vous plaît, jeune homme, ne faites pas de mal à ma fille, supplia-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Jonas regarda Isadora, puis sa mère, et dit calmement et avec conviction, je veux que ce soit clair, je ne resterai pas avec Isadora simplement parce que j'ai gagné ce pari. Si elle ne veut pas, je ne resterai pas avec elle. Dit-il fermement et sincèrement. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'elle veut. Si elle choisit d'être à mes côtés, alors nous serons vraiment ensemble. Isadora fit un pas en avant, le visage illuminé d'un mélange d'amour, de courage et d'espoir. Jonas, je te choisis, dit-elle fermement, le regardant profondément dans les yeux. Incapable de contenir son émotion, elle le serra fort dans ses bras, sentant son cœur battre plus fort contre le sien. Je veux t'épouser parce que c'est ce que mon cœur désire, murmura-t-elle d'une voix brisée. Le silence emplit le village comme si le temps s'était arrêté. Tous les regards étaient braqués sur eux et, à cet instant, Jonas sourit, le cœur débordant de joie et d'espoir. 2 mois se sont écoulés depuis ce jour qui a changé à jamais la vie de Jonas et Isadora. Malgré sa victoire et sa déclaration passionnée, Jonas savait que le véritable amour ne se construit pas du jour au lendemain. Il voulait respecter son temps, l'amitié qui naissait et la confiance qui se renforçait à chaque rencontre. Durant cette période, Jonas et Isadora passaient des heures à se promener dans la ferme, à parler des étoiles, à partager leurs rêves,
leur peur et leur sourire. Leur relation s'est développée comme un fleuve tranquille qui se renforce lentement, mais avec une grande profondeur. Isadora a appris à connaître l'homme simple et fort qu'était Jonas, un humble fermier, mais plein de dignité, de courage et de cœur. Et Jonas a découvert en la jeune femme la force d'une femme déterminée, sensible et courageuse, qui n'avait pas peur d'écouter son cœur. Tout le village suivait chaque étape de cette histoire, enthousiaste et enthousiaste. Enfin, le grand jour arriva, le mariage fut un événement simple, mais d'une beauté si éclatante qu'il semblait tout droit sorti d'un rêve. À l'ombre des arbres centenaires et au chant des oiseaux, amis et famille se réunissaient pour célébrer l'amour qui avait vaincu les préjugés, les paris absurdes et le silence des peurs. Isadora, vêtue d'une robe blanche simple mais éclatante, descendait lentement l'allée fleurie. Jonas l'attendait devant l'autel improvisé, les yeux brillants, le sourire aux lèvres et le cœur débordant de joie. Lorsqu'elle fut proche, il lui prit la main et, d'un geste empreint d'émotion, la serra dans ses bras, une étreinte qui valait 1000 mots. Le prêtre, d'une voix douce et émue, a présidé la cérémonie. Au moment de prononcer les vœux, Jonas a parlé avec une sincérité qui a conquis tous les présents. Isadora, je promets de te respecter, de t'aimer et d'être à tes côtés dans toutes les épreuves, comme j'ai affronté le cheval sauvage. Notre amour est mon plus grand courage. Puis, symbole du courage qui les unissait, Jonas présenta le cheval, qui n'était plus un animal indomptable, mais le symbole du triomphe de la confiance, du respect et de l'amour. Calme et imposant, le cheval fut doucement conduit aux côtés du couple, recevant caresses et murmures d'admiration à la fin de la cérémonie. Ottacilio Montenegro, le père d'Isadora, s'approcha de Jonas avec un regard mêlant surprise et respect. « Tu as été courageux, jeune Jonas, dit-il d'une voix ferme mais sincère. Tous les hommes ne seraient pas prêts à affronter un tel défi, et encore moins à respecter ce qui m'est le plus précieux, le bonheur de ma fille. » Jonas hocha la tête, honoré par ces mots. La fête qui suivit fut rythmée par les rires, la danse et les larmes de bonheur. Jonas et Isadora commençaient une nouvelle vie ensemble, construisant un avenir où l'amour et le courage seraient toujours les protagonistes.